Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. 25 juin 2009. Nous sommes le 25 juin 2009. À 1h30 du matin, Michael arrive dans sa demeure après une séance de répétition au Staples Center. Le docteur Conrad Murray l'attend pour lui faire subir le traitement habituel afin que la star puisse s'endormir. Dès 2h du matin, et ce toute la nuit, le médecin lui injecte différents médicaments en intraveineuse comme du Valium ou du diazépam. Cependant, Michael ne trouve toujours pas le sommeil réparateur qui lui sied. D'autres drogues, censées être utilisées en milieu hospitalier, sont également administrées afin de mettre le chanteur en repos forcé. Un respirateur artificiel est placé dans la chambre pour pallier à toute éventualité. À 10h40, du propofol est injecté. Le médicament en question est, en général, utilisé par des anesthésistes en milieu hospitalier pour l'endormissement de courte durée des patients. Le propofol, à dose importante et sans surveillance, peut provoquer un arrêt respiratoire qui peut avoir des conséquences fatales. Michael dort enfin. Conrad Murray, censé surveiller son patient, passe des coups de téléphone. 11h40. Tandis que Conrad Murray est au téléphone et se rend au pied du lit du chanteur, il se rend compte que Michael ne respire plus. Paniqué, il débarque furieusement dans la cuisine du manoir, interpelle le chef Kai Chase et lui ordonne d'aller chercher les agents de sécurité et Prince, le fils de Michael. Midi 12, Murray téléphone à Amir Williams, responsable de la sécurité du roi de la pop, et lui laisse un message. 3 minutes plus tard, Amir Williams rappelle Conrad Murray. Ce dernier affirme que Michael fait une mauvaise réaction aux médicaments et qu'il ne respire plus. Amir Williams téléphone à son collègue Roberto Alvarez pour qu'il se rende dans la chambre du chanteur afin de voir ce qui s'y passe. Quand il arrive, Alvarez découvre Conrad Murray faisant un massage cardiaque à Michael toujours allongé sur le lit. Le médecin demande aux gardes du corps de rassembler tous les médicaments et de les mettre dans des sacs poubelles afin de s'en débarrasser. Toutes preuves médicales doivent être supprimées. Faïd Muhammad, un autre agent de sécurité, arrive lui aussi dans la chambre de la star. Alerté par le tohu-bohu à l'étage, il voit la scène tragique se jouer devant ses yeux. Prince et Paris se trouvent eux aussi à l'étage. Paris pleure. Elle sent que quelque chose de dramatique se passe à quelques pas. Fahim Muhammad quitte la chambre de Michael et prend en charge Prince et Paris, les éloignant loin de toute l'agitation causée par les personnes qui tentent de réanimer son père. À 12h21, l'entourage de Michael décide d'appeler le 911. C'est Alberto Alvarez qui prend le téléphone. 5 minutes plus tard, les secours sont sur place. Au Staples Center, Kenny Ortega et son équipe attendent Michael, mais ne s'inquiètent pas. Michael arrivait souvent en retard ces derniers temps. Kenny Ortega ne se doute pas encore qu'au même moment, les secours tentent de sauver Michael Jackson. Froid au toucher, les yeux fixes et dilatés, l'électrocardiogramme plat, Michael n'est déjà plus. Mais les secours font l'impossible pour le faire revenir à la vie. Interrogeant Conrad Murray sur les traitements qu'il faisait subir au chanteur, le médecin ne fait pas mention du propofol injecté dans le corps du chanteur. Dans les médias, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Le premier à lâcher l'info sur l'état de santé de Michael est le site TMZ. Ce sont les premiers à annoncer la mort du chanteur par arrêt cardiaque. Dès lors, toutes les chaînes d'information bousculent leur programme pour couvrir l'événement qui, pour l'instant, n'est encore qu'une rumeur. Pour les médias, Michael serait entre la vie et la mort. Un peu avant 13h, le docteur Cooper donne la permission aux urgences de prononcer la mort de Michael Jackson, mais Conrad Murray s'y oppose et veut tout tenter pour sauver le patient qu'il a lui-même tué. 10 minutes plus tard, Michael Jackson est transporté d'urgence à l'hôpital Ronald Reagan, le plus important de la ville. Les télévisions du monde entier diffusent la sortie de l'ambulance transportant le chanteur. Sur Internet, la vidéo passe en boucle. Les enfants de Michael suivent l'ambulance avec Michael Amir Williams et Fahim Muhammad. À 13h15, Michael arrive aux soins intensifs. Les médecins tentent le tout pour le tout. Conrad Murray ne parle toujours pas des injections de propofol lorsque l'équipe médicale lui pose des questions sur les traitements donnés au chanteur.
De son côté, Kenny Ortega reçoit un coup de fil l'informant de la situation. Michael est à l'hôpital et serait très mal en point. Le choc est total pour l'équipe de This Is It. Les heures passent sans que personne ne sache vraiment ce qu'il en est. Spontanément, des centaines de fans arrivent aux abords de l'hôpital où se trouve Michael. Tous prient pour que cette terrible rumeur soit une blague de plus du roi de la pop. Tous les fans attendent un démenti officiel venant de l'équipe de communication de la star, en vain. Malheureusement, à 14h26, en ce 25 juin 2009, le décès de Michael est officiellement prononcé. Les médias de la planète relayent la difficile information. La terrible nouvelle fait l'effet d'une bombe interplanétaire. C'est le choc. D'ailleurs, c'est impossible. Michael Jackson ne peut pas mourir. Que s'est-il passé en ce 25 juin 2009 ? Déjà, les médias parlent de surdose médicamenteuse. Plus personne n'ignore la mort de Michael Jackson à présent. Les réseaux sociaux explosent littéralement. Les serveurs de nombreux sites d'information et de messagerie instantanée deviennent rapidement hors service à cause des millions de connexions simultanées. Les opérateurs téléphoniques du monde entier ont du mal à gérer des envois de SMS. La planète est traumatisée. Une vague de tristesse déferle de l'Amérique au Japon, de la Russie à l'Australie, de l'Europe à l'Afrique. Le monde entier est sous le choc, dévasté. À l'extérieur de l'hôpital, des centaines d'admirateurs se rassemblent pour faire éclater leur tristesse et leur colère. Des rassemblements similaires se font un peu partout dans le pays, et notamment devant la légendaire salle de concert Apollo de Harlem, ici même où s'étaient produits les Jackson 5 30 ans plus tôt. Rapidement, les artistes, les politiques et même les médias rendent hommage aux chanteurs brutalement disparus. À l'intérieur de l'hôpital, c'est Frank DiLeo qui a la lourde tâche d'annoncer aux enfants que leur père est mort. Catherine arrive à son tour à l'hôpital. Elle réunit Paris, Prince et Blanquette et tente tant bien que mal de les réconforter. D'autres membres de la famille Jackson se rendent également sur les lieux suivis par les dirigeants d'AEG. Quelques minutes plus tard, tous les médias d'information interrompent leur programme pour laisser place à une conférence de presse de Jermaine Jackson. Péniblement, il officialise le décès prématuré de son frère. Mon frère, le légendaire roi de la pop, Michael Jackson, est décédé le jeudi 25 juin 2009 à 14h26. Nous pensons qu'il a succombé à une crise cardiaque chez lui, mais nous attendons les résultats de l'autopsie pour connaître avec certitude les causes de sa mort. Son médecin personnel était avec lui. Il a tenté de le ranimer. Un cardiologue a tenté pendant plus d'1 heure de le ranimer, mais en vain. Notre famille demande aux médias de respecter notre douleur, notre deuil. Michael, nous serons toujours avec toi. Quelques minutes plus tard, Latoya signe le certificat de décès de son frère. La musique a perdu son maître, son roi. Elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été sans celui qui l'a fait vivre. Michael Jackson est mort et laisse un vide immense dans le cœur de milliers de gens à travers le monde. Son extraordinaire carrière, sa vie tumultueuse, ses coups d'éclat surprenants, ses excentricités contestables, son look magique, son allure irréelle, ses pas de danse fantastiques, ses chansons mémorables, ses clips vidéo inoubliables, son génie incompris. Voilà ce qu'il restera de lui. Son héritage artistique vivra à travers les âges. Le plus grand artiste de tous les temps s'est envolé vers le pays imaginaire, celui-là même qu'il avait créé de toutes pièces dans la vallée de Santa Ynez en Californie. Peter Pan a rejoint le pays des enfants perdus, celui d'où l'on ne revient jamais. Après l'autopsie pratiquée sur le corps du chanteur au lendemain de sa mort, les conclusions sont formelles. Michael est décédé des suites d'une surdose médicamenteuse. Conrad Murray est directement montré du doigt. De nombreux anciens collaborateurs de la star interviennent dans les médias pour conspuer tous ces médecins qui ont accompagné Michael Jackson toute sa vie et qui, sans déontologie professionnelle, ont cédé à tous les caprices de ce grand enfant, meurtri par le succès. Le 1er juillet 2009, Catherine Jackson obtient la garde des enfants de Michael Jackson. Dans son testament, Michael nomme sa mère comme étant l'unique personne apte à s'occuper de ses enfants. Si tel n'avait pas été le cas, Diana Ross aurait été tutrice légale. De plus, 2 hommes sont appelés à gérer l'héritage de Michael Jackson par le chanteur lui-même, John Branca
est John McClane. Que ce soit sur le plan financier ou artistique, les deux hommes sont co-exécuteurs testamentaires de l'héritage du roi de la pop. Le 7 juillet, dans l'intimité, une cérémonie est organisée pour la famille et les proches de la star. Plus tard dans la journée, une cérémonie au Staples Center est organisée et retransmise en direct partout sur le globe. En France, les principales chaînes nationales se font le relais de ce dernier hommage. De nombreuses célébrités ainsi que bien d'autres intervenants viennent rendre un dernier hommage poignant au plus grand artiste de tous les temps, dont le cercueil d'or trône majestueusement devant la scène du Staples Center. Le point culminant de cette cérémonie est le témoignage émouvant de Paris Jackson qui tient à délivrer ses mots à travers le monde. Tout ce que je voulais dire, c'est que depuis ma naissance, papa a été le meilleur père que vous pouvez imaginer. Et je voulais juste dire que je l'aime très fort. Entourée par tous les membres de la famille Jackson, la petite fille est en larmes. Son visage ainsi que celui de ses frères sont montrés au grand jour, ne respectant pas, finalement, les volontés de leur père, qui les protégeait en les cachant. Le 20 août, Sony Pictures Entertainment annonce la sortie prochaine d'un documentaire réalisé par Kenny Ortega sur les répétitions de la tournée This Is It. Le 3 septembre, Michael est enfin inhumé au cimetière de Forest Lawn de Los Angeles. Le 13 septembre, les MTV Video Awards ouvrent la cérémonie sur un hommage vibrant au roi de la pop. Madonna ouvre le bal. Elle fait un émouvant discours que je vais vous retranscrire ici. Michael Jackson est né en août 1958, comme moi. Michael Jackson a grandi dans une banlieue du Midwest, comme moi. Michael Jackson avait 8 frères et sœurs, comme moi. À 6 ans, Michael Jackson est devenu une superstar et était sans doute l'enfant le plus aimé de la planète. À 6 ans, j'ai perdu ma mère. Mais je pense que sa situation était encore plus difficile que la mienne. Je n'ai jamais eu de mère, mais lui n'a jamais eu d'enfance. Et dès lors qu'il y a une chose qu'on ne peut obtenir, cela nous obsède. J'ai passé mon enfance à rechercher des mères de substitution et j'y suis parfois arrivé. Mais comment recréer son enfance quand on a vécu toute sa vie sous le regard envahissant du monde entier? Il ne fait aucun doute que Michael Jackson était l'un des plus grands artistes que le monde ait jamais connu. Que même en interprétant une chanson du haut de ses 8 ans, ces mots qui nous serraient le cœur donnaient l'impression d'être chantés par un adulte, avec de l'expérience, que sa façon de se mouvoir avait l'élégance de Fred Astaire et la force de Mohamed Ali, que sa musique possédait cette pointe de magie inexplicable, qui nous donnait pas seulement envie de danser, mais à travers laquelle on avait l'impression de voler, et qui nous permettait de rêver, de devenir tout ce que l'on désirait. Voilà le rôle des héros. Et Michael Jackson était un héros. Il s'est produit dans des stades de foot dans le monde entier, a vendu des millions de disques, a dîné avec des premiers ministres et des présidents. Les filles tombaient amoureuses de lui, les garçons aussi. Tout le monde voulait danser comme lui. C'est comme s'il ne venait pas vraiment de notre monde, mais c'était aussi un être humain. Comme la plupart des artistes, il était timide et accablé de doutes sur lui-même. Je ne dirais pas que nous étions des amis proches, mais en 1991, j'ai eu envie d'apprendre à le connaître. Je l'ai invité à dîner, je lui ai dit « Je t'invite et je prendrai le volant. Ce sera rien que toi et moi. » Il a accepté et est arrivé chez moi sans garde du corps. On s'est rendu au restaurant avec ma voiture. Il faisait nuit, mais il portait encore ses lunettes de soleil. J'ai dit « Michael, j'ai l'impression de parler à une limousine. Tu veux bien enlever tes lunettes pour que je puisse voir tes yeux ?» Il est resté silencieux un moment, puis a jeté ses lunettes par la fenêtre, m'a fait un clin d'œil en souriant et m'a dit « C'est mieux là, tu me vois maintenant ?» À cet instant, j'ai pu voir sa vulnérabilité, mais aussi son charme. Pendant le reste du repas, j'ai tout fait pour lui faire manger des frites, boire du vin, prendre du dessert et dire des gros mots, des choses qu'il ne se permettait apparemment jamais de faire. Plus tard, on est retourné chez moi pour regarder un film. On s'est mis dans le canapé, comme deux ados, et en plein milieu du film, j'ai senti sa main venir prendre la mienne. J'avais l'impression que c'était une amie qu'il recherchait, plutôt qu'un flirt, et ça m'a fait plaisir d'être cette amie. Et à cet instant, je n'étais pas avec la superstar, mais avec l'être humain. Nous avons fait d'autres sorties ensemble, puis pour une raison ou pour une autre, nous avons perdu contact. C'est ensuite que la chasse aux sorcières a débuté et que les histoires négatives sur Michael ont commencé à sortir les unes après les autres. Je ressentais sa douleur. Je sais ce que c'est que de marcher dans la rue en pensant que le monde entier est contre soi.
Je sais ce que c'est que de se sentir impuissant et incapable de se défendre face aux hurlements des détracteurs, contre lesquels on est persuadé de ne jamais réussir à se faire entendre. Mais moi, j'ai eu une enfance. J'ai pu faire des erreurs et me faire un chemin dans la vie, sans la pression du show business. Quand j'ai appris la mort de Michael, j'étais à Londres, à quelques jours du début de ma tournée. Michael allait se produire dans la même salle que moi la semaine suivante. Je ne me suis dit qu'une seule chose, que je l'avais abandonné, que nous l'avions tous abandonné, que nous avions laissé cet être merveilleux qui à une époque enflammait le monde nous échapper. Alors qu'il tentait de fonder une famille et de remettre sa carrière sur pied, tout ce que nous avons su faire, c'est le juger. La plupart d'entre nous lui avons tourné le dos. Voulant à tout prix me souvenir de lui, je suis allé sur internet pour voir de vieilles vidéos de lui en train de chanter et de danser à la télévision et sur scène, et je me suis dit, mon Dieu, qu'il était unique, original et exceptionnel. Il n'y en aura jamais d'autre comme lui. C'était un roi, mais c'était aussi un être humain. Et, hélas, nous sommes tous des êtres humains. Et c'est parfois seulement quand nous avons perdu quelque chose que nous l'apprécions réellement. J'aimerais conclure sur une note positive en disant que mes fils, qui ont 9 et 4 ans, sont accros à Michael Jackson. Chez moi, ça moonwalk et ça se touche souvent l'entrejambe, et je crois que toute une nouvelle génération de jeunes ont découvert son génie et le font revivre. Où que soit Michael désormais, j'espère que cela le fait sourire. Alors oui, c'est vrai, Michael Jackson était un être humain, mais merde, c'était un roi. Longue vie au roi. Après le discours de Madonna, les danseurs qui faisaient partie de la troupe This Is It enflamment la scène avec Thriller, Bad et Smooth Criminal. Janet Jackson viendra les rejoindre pour interpréter Scream en duo virtuel avec Michael qui apparaît à l'écran derrière elle. Janet a le visage fermé de ceux qui sont dévastés par le chagrin. Elle arrivera malgré tout à aller au bout de sa performance. Un peu plus tard, la bande-annonce du film This Is It est diffusée. Le 1er octobre, les détails du rapport d'autopsie sont rendus publics. Il démontre que malgré quelques ennuis de santé, Michael était en bonne forme physique. Le rapport stipule précisément que Michael est mort à cause des différents produits chimiques introduits dans son corps par son médecin personnel. Le 12 octobre à minuit, 6 h du matin, heure française, une nouvelle chanson est diffusée sur le site michaeljackson.com. Il s'agit de This Is It. Le titre est à l'image de ce que Sony et l'estate of Michael Jackson, John McClane et John Branca, vont exploiter dans les années à venir. Une démo retravaillée, remixée, un peu fade, et vendue comme inédite. Car il s'agit en fait d'une chanson bien connue des fans puisqu'une chanteuse dénommée Saphir l'avait déjà utilisée pour son propre album I Wasn't Born Yesterday en 1991 et rebaptisé I Never Heard. Le titre, coécrit par Paul Anka, a été enregistré en 1983 en vue d'un duo entre les deux hommes. En 2009, la chanson This Is It est retravaillée par John McClane qui demande pour l'occasion la participation des frères Jackson sur les chœurs du morceau. Chez les fans, la déception se fait sentir. Alors qu'on leur vendait une nouvelle chanson inédite, on leur sert un plat déjà réchauffé et sans réelle saveur. Même si la chanson en elle-même n'est pas mauvaise, elle est remixée à partir d'une démo piano-voix dont l'unique intérêt est d'entendre la voix du roi de la pop. Le 26 octobre, l'album This Is It est commercialisé en Europe. Il s'agit d'une énième compilation existant en plusieurs versions avec quelques bonus intéressants, dont la démo de la chanson She's Out of My Life, dans laquelle Michael chante accompagné seulement d'une guitare. Le lendemain, le 27 octobre, la compilation sort aux États-Unis. C'est la date que choisit Arnold de Klein pour déposer plainte envers l'estate Michael Jackson pour des impayés datant du 23 mars au 22 juin 2009. À Los Angeles, de nombreuses célébrités se pressent sur le tapis rouge dressé devant le Nokia Theater pour assister à la première du film This Is It. Quelques heures plus tard, dans 25 autres grandes villes à travers la planète, This Is It est diffusé pour la première fois. Le 28 octobre, le film sort partout dans le monde. Il se place rapidement en tête du box-office mondial et cumule en 5 jours d'exploitation à plus de 100 millions de dollars de recettes. En France, le 7 novembre, l'ultime numéro du magazine Black and White est publié. Celui qui fut le premier magazine officiel français sur Michael Jackson déclare une dernière fois son amour au roi de la pop. Les fans pourront profiter de ce numéro final agrémenté de 80 pages et contenant plus de 100 photos inédites. Publié de 1992 à 2001, le magazine restera à jamais une référence pour tous les fans français et européens. Toujours en France, This Is It est prolongé dans les salles obscures jusqu'au 1er décembre.
Malgré ce cadeau fait aux fans et à tous ceux à qui le chanteur manque, la question reste posée sur la diffusion de ce film montrant les coulisses de cette tournée que le chanteur préparait. Aurait-il voulu que le monde entier voie ces images ? Aurait-il voulu que le monde entier écoute une démo non finalisée que lui-même n'avait jamais choisie au final ? Les questions n'auront jamais leur réponse. Le 19 décembre 2009, Evan Chandler est retrouvé mort à son domicile du New Jersey. Le père de Jordan Chandler, qui avait 65 ans, s'est suicidé avec son arme, un pistolet calibre 38. La fin de l'année 2009 se termine sous les hommages divers, des différentes cérémonies musicales, et avec les témoignages et les souvenirs de tous ceux qui ont côtoyé l'artiste de près et parfois de trop loin, tandis que les chaînes de télévision du monde entier diffusent des émissions spéciales sur le chanteur à présent disparu et que Captain EO est sur le point de reprendre sa place dans tous les parcs Disney. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.